nous allons procéder à la correction de l'exercice numéro 2. Pour ça, il faudrait mieux faire un dessin. Donc on va commencer par tracer la face avant du cube. Ça c'est le plus facile puisqu'il faut faire un carré. Donc face avant du cube, un carré, je vais prendre par exemple un carré d'à peu près 3 unités de côté. C'est ce qui correspond le mieux à mon dessin. C'est pas très parfait. Une fois qu'on a fait la face avant, le plus simple c'est de faire les arêtes. Les arêtes extérieures, en voici une, deux, on fait en sorte de bien les faire toutes identiques et de tracer celles qui sont cachées en pointillés. Puis ensuite on va tracer la face arrière, pareil avec des pointillés, c'est pas des pointillés ça. Donc ici avec des pointillés pour la face arrière, ici et là, au final la face arrière complète qui doit être un carré sur votre dessin avec des 4 angles droits et 4 côtés égaux. Pour la numérotation, le nom des sommets, généralement on tourne dans le sens trigonométrique de la figure, et on commence par la base. Donc ici on peut appeler ça A, puis on tourne dans le sens trigonométrique B, C, D, puis on va faire exactement la même chose sur la face du haut, E, F, G et H. Ensuite il faut placer le point I, le milieu de AB, donc le milieu de AB va être approximativement par ici. Le milieu J de AE va être ici. Et enfin, le milieu K de CG va être ici. Donc voilà pour le dessin. Première question, il s'agit de démontrer que 3JL est égal à EJ plus AB. Ici, le plus pratique est plutôt de partir de 3... EJ, je sais plus ce que je disais, de 3JL, merci Camille, donc de 3 vecteurs JL, et bien sûr d'utiliser la relation de Chasles pour faire apparaître le vecteur EL qui vous est donné ici, donc 3JE plus EL, et bien sûr on développe, ça fait 3JE plus 3EL. Là, on remplace évidemment 3EL par 2EI. Et ici, c'est l'étape la plus importante. Il faut absolument arriver à ordonner son calcul pour le mettre dans le bon sens. Votre objectif, c'est d'obtenir EJ plus AB, et là, on est assez loin de ça. Donc, EJ plus AB, l'idée, c'est de faire apparaître EJ. Donc, EJ, c'est l'opposé du vecteur JE. Donc, ici, il est nécessaire de comprendre que donc, il va falloir écrire EJ plus JE plus 3JE plus 2EI. Donc comprenez bien ce que j'ai fait. Ici, artificiellement, je force le calcul, c'est-à-dire que j'ai rajouté EJ et je l'ai enlevé tout de suite après, en ajoutant son opposé, ce qui fait que je n'ai rien rajouté, les deux parties rouges, là, ici et là, ne rajoutent absolument rien au calcul, et donc je reste toujours avec 3JE plus 2EI. Ce qui fait que j'obtiens EJ plus 4JE plus 2EI. Et là, ici, il faut donc essayer d'orienter le calcul, de comprendre que le EJ qui est là, c'est celui qui est ici. Et donc, tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ça, doit faire AB. Pour que ça fasse AB, ici, la technique, c'est d'essayer de regarder sur le dessin à quoi est égal le vecteur JE. Quand on regarde le vecteur JE, alors on va le tracer, ce vecteur JE. Il faut que j'arrive à attraper une flèche.
Si on regarde le vecteur JE, il est ici, ce vecteur JE. Je vais le tracer dans une couleur un peu plus voyante, disons en vert. Le vecteur JE est ici. Ça, c'est du bleu. Et donc, 4 fois le vecteur JE, on voit bien que c'est égal à 2 fois le vecteur AE. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est donc, on va d'abord mettre le EJ, oh là, oh là là. Donc le EJ ici, on va plus toucher. Le 4JE ici, c'est 2 fois le vecteur AE. Plus 2 fois le vecteur EI. Et là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir faire une relation de Schall sur la dernière partie du calcul. On va mettre une flèche là. C'est-à-dire que ici, si on observe bien, on a le même coefficient. Donc, comme on a le même coefficient, on va pouvoir factoriser par 2. Donc, on a 2 facteurs de AE plus EI. Donc, ici, plus 2 facteurs de AE plus EI. Là, vraiment, je marque toutes les étapes. Et AE plus EI, bien sûr, vous aurez remarqué le point E ici. Donc, on va pouvoir dire que c'est 2 fois le vecteur AI. Mais ici, I, c'est le milieu de AB et 2 fois le vecteur AI. Si on regarde bien le vecteur AI et que on le trace, bien le vecteur AI, il est ici. Et on voit que 2 fois le vecteur AI, c'est l'équivalent du vecteur AB. Et donc, on arrive à EJ plus AB. Alors je sais que ce genre de démonstration, vous n'aimez pas trop ça, parce que ça nécessite vraiment de diriger le calcul vers ce qu'on veut, et pas de le laisser vous mener par où vous voulez. Donc il faut vraiment avoir de l'intention, de se diriger vers le résultat. C'est pour ça qu'on vous le donne, hein, et on vous donne ce résultat pour que vous forciez le calcul à aller vers le résultat. Et si vous n'avez pas cette méthode-là, vous allez tourner en rond et chercher pendant des heures sans jamais rien trouver. Donc ici, il y a vraiment une question d'intention dans votre calcul et de tordre le calcul, ici en l'occurrence de transformer 3JL en EJ plus AB. Voilà. On va passer tout de suite à la question petit b. La question petit b, en revanche, est beaucoup plus facile. On part, comme le suggère le mot déduisez-en, on part de 3JL égale EJ plus AB. Et ici, il ne faut pas 10 000 ans pour s'apercevoir que le vecteur EJ qui est ici correspond exactement au vecteur JA. Et donc EJ peut être remplacé par JA, ce qui fait qu'on obtient ici JA plus AB. Et bien sûr, on remarque le point A qui permet de faire la liaison entre ces deux vecteurs grâce à la relation de Schall. Donc on obtient 3 vecteurs JL égale vecteur JB. Et donc ici, le vecteur JB est donc un multiple du vecteur JL, ça veut dire que ces deux vecteurs ont des coordonnées proportionnelles et surtout qu'ils sont collinéaires. Et comme ils sont collinéaires et qu'ils ont un sommet commun, une extrémité commune qui est J, et bien donc du coup on peut dire que B, J, L sont alignés. Donc ici on peut rajouter sont collinéaires et ont une extrémité commune. Bien, démontrer ensuite que les vecteurs JL et HK sont collinéaires. Bon, ici, il suffit de regarder le vecteur JB. Le vecteur JB, il est ici. Et il faut voir que du coup, le vecteur HK lui est égal. Donc ici, le vecteur JB est égal au vecteur HK. Donc 3JL est égal au vecteur HK. Donc JL et HK sont eux aussi collinéaires. Et en l'occurrence, ici, HK est égal à 3 fois le vecteur JL.
Nous corrigeons maintenant l'exercice numéro 5 où on a un cube ABCDEFGH et I et J sont les milieux respectifs de EB et FG. Donc on doit décomposer le vecteur IJ de deux manières différentes et ensuite on doit démontrer que 2IJ est égal à EF plus BG. Donc ici, le vecteur IJ, comment le décomposer? Le problème c'est que la consigne n'est pas forcément très explicite et c'est que vous avez un peu le choix. Ce qui n'empêche quand même que vous pouvez essayer de tirer les verres du nez à la question. Donc ici on voit que 2IJ s'écrit en fonction de EF et BG. Donc ici l'évidence c'est d'essayer de faire apparaître le vecteur EF d'une part et puis d'essayer de faire apparaître le vecteur BG. Donc si on veut faire apparaître le vecteur EF, eh bien il faut utiliser la relation de Chasles à partir du vecteur IJ. Donc ça veut dire que vous allez forcément introduire le vecteur EF à l'intérieur entre I et J, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas tellement le choix. C'est donc le vecteur IE plus le vecteur EF plus le vecteur FJ. Donc ici l'objectif étant d'avoir fait apparaître le vecteur EF. Et puis la deuxième façon donc ça c'était la première façon, la deuxième façon c'est de faire apparaître l'autre vecteur demandé, c'est-à-dire ici le vecteur BG. Donc ici on va faire même chose, on va se débrouiller pour avoir BG au milieu ici. Donc ici on va forcément mettre IB plus BG et ici on va forcément mettre GJ. Voilà, donc là ici on a fait apparaître EF et BG et donc l'idée c'est un petit peu d'additionner tout ça, un peu comme si on faisait cette opération là, et donc IJ plus IJ ça fait 2 fois le vecteur IJ plus égal pardon IE plus IB plus EF plus BG et enfin plus FJ plus GJ. Maintenant on sait des choses sur les points I et J, notamment on sait que I est le milieu de EF. Donc si I est le milieu de EF, eh bien il est immédiat que le vecteur IE qui est ici et le vecteur IB qui est ici sont des vecteurs qui sont opposés et donc leur addition fait 0. Donc IE plus BF ça fera vecteur nul. De la même façon, le point J est le milieu de FG. J étant le milieu de FG, ça veut dire donc que le vecteur FJ qui est ici et le vecteur GJ qui est ici sont des vecteurs eux aussi opposés, donc ceci au vecteur nul. Et donc on arrive à la résolution de la question 1, c'est que 2 fois le vecteur IJ, c'est donc le vecteur EF plus BG. Donc fin de la première question. Pour la deuxième question, il faut en déduire que les vecteurs IJ, EF et BG sont coplanaires. Et bien là, ça se voit d'ici, puisque ici, on peut donc dire que le vecteur IJ, c'est 1/2 de EF plus BG en divisant par 2 à droite et à gauche de chaque côté, chaque membre de cette inégalité précédente. Et surtout, on obtient la relation suivante, alors que je vais plutôt écrire en entier ici, c'est que IJ est donc égal à 1/2, merci Camille, de EF plus 1/2 de BG. Voici, c'est toi. Donc ici, on est bien égal au vecteur IJ qui est une combinaison des vecteurs EF et BG, et ça sous-entend que IJ, EF et BG sont coplanaires. Fin de l'exercice. Nous passons maintenant au troisièmement, repère de l'espace. Donc ici c'est donc le débarquement des coordonnées dans l'espace, et pour vous, surtout
pour Mathilde, ça va être un grand soulagement puisque ça va être en partie la fin de ces interminables démonstrations à base de relations de Chasles, puisque à la place, on va pouvoir calculer avec des coordonnées. Donc, repère de l'espace, on a donc une définition. On suppose trois repères, trois vecteurs, I, J et K, qui doivent être trois vecteurs non coplanaires, ce qui permet que I, J et K permettent d'être une base pour décrire n'importe quel autre vecteur de l'espace. C'est ce qu'on a vu dans la précédente la dernière fois, enfin hier. On a un point O qui est un point de l'espace qui va permettre d'ancrer cette base à un endroit précis. Et donc du coup, la donnée de ce point O suivi de la base I, J et K forme donc un quadruplé OIJK qui est donc un repère de l'espace. Grâce à ce repère de l'espace, on va pouvoir donc déterminer l'emplacement de n'importe quel point à l'aide d'un triplet de trois nombres, ou on va pouvoir décrire n'importe quel vecteur à l'aide d'un n'importe quel triplet de trois nombres. Donc je rappelle que O est bien sûr l'origine du repère, que n'importe quel point M du coup est donné par ses coordonnées X, Y et Z. Évidemment le point M se trouve à l'intersection des petites droites qui perpendiculaires aux axes comme d'habitude, et que du coup le vecteur U qui correspond au vecteur OM s'écrit X fois I plus Y fois J plus Z fois K et donne les coordonnées X, Y, Z du vecteur U. Remarquez ici que donc de préférence les coordonnées d'un point s'écriront à l'horizontale, alors que de préférence les coordonnées d'un vecteur U s'écriront plutôt à la verticale. Mais attention, c'est une préférence, c'est pas une obligation. Vous pouvez voir dans les livres n'importe quelle notation, donc il faut surtout être attentif à la notation utilisée. Ici, une lettre majuscule seule, c'est un point. Une lettre minuscule avec une flèche, c'est un vecteur. Donc du coup, ce qui est très important, c'est que tous les résultats de la géométrie plane que vous connaissez depuis la première et puis depuis le chapitre qu'on a fait ensemble, s'étendent à l'espace par adjonction d'une troisième coordonnée. Donc du coup ici, si on suppose qu'on est dans un repère OIJK, si on suppose que U et V ont des coordonnées qui seront pour U, X, Y, Z et pour U, V, X', Y', Z', eh bien le vecteur K fois U aura pour coordonnées KX, KY, KZ. Le vecteur U plus V, lui, aura pour coordonnées X plus X', c'est-à-dire l'addition des abscisses de U et U' et V, Y plus Y', c'est-à-dire l'addition des ordonnées de Y et Y et Y' de U et V, et puis Z plus Z' pour la cote, qui sera donc l'addition des cotes de U et de V, c'est-à-dire Z plus Z'. De la même façon, le vecteur AB, donc si A et B ont des coordonnées, alors les coordonnées de A, il y en a 3, X, A, Y, A, Z, A, donc je rappelle abscisse, ordonnées, cote, XB, YB, ZB étant les coordonnées du point B. Alors le vecteur AB aura pour coordonnées, comme d'habitude, première coordonnée XB moins XA, YB moins YK et ZB moins ZA. Petite chose, en fait le vecteur AB ne se noterait généralement pas à l'horizontale mais plutôt à la verticale, c'est-à-dire qu'on va le noter comme ça, XB moins XA, YB moins YK, ZB moins ZA. Enfin, avant-dernière formule, le milieu I d'un segment, donc vous connaissez la formule XA plus XB sur 2, YK plus YB sur 2, eh bien il aura une troisième coordonnée dans l'espace qui sera ZA plus ZB sur 2, donc rien d'anormal. Enfin, dans un repère orthonormé, formule très importante, notion de norme et de distance. La norme d'un vecteur, je rappelle, c'est sa longueur, c'est donc si le vecteur U est de coordonnées x, y, z, ça sera racine carrée de x au carré plus y carré plus z carré. Et puis si on veut donner la distance AB, c'est donc la norme du vecteur AB, ça va donner cette formule
que vous connaissiez très bien pour un espace à deux dimensions, c'est-à-dire racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré et donc plus zb moins za au carré. Voilà, donc ça à connaître par cœur pour la géométrie dans l'espace. Du coup, je vous donne un exercice à faire très très simple. C'est cet exercice-là. Il s'agit de calculer dans un repère de l'espace. On considère deux points. Les points A et B. A de coordonnées 3, 0, moins 1 et B de coordonnées moins 2, 3, 2. Et on vous demande de calculer les coordonnées de I, qui sera le milieu de AB. Donc il faudra connaître son abscisse, son ordonnée et sa cote. Et bien sûr, vous utiliserez la formule qu'on a vue ici. Ensuite, il faut calculer les coordonnées du vecteur AB et bien sûr vous utiliserez la formule qui est ici, ou celle qui est là, c'est la même. En déduire les coordonnées du vecteur AI, vous utiliserez encore la même méthode. Et enfin, en déduire les coordonnées de AI plus AB, AI plus AB, et bien sûr vous utiliserez le fait que vous pouvez additionner les coordonnées des vecteurs. Et enfin, vous calculerez la distance AB. Donc la distance AB, vous utiliserez bien sûr la dernière formule ici, avec les trois différences au carré. Voilà, je vous laisse faire cet exercice pour demain, et nous passons à la suite. Nous en arrivons maintenant à l'exercice numéro 6, qui est un exercice donc basé sur les coordonnées et sur la notion de coplanarité. Donc c'est vraiment un exercice emblématique avec une méthode qu'il faut connaître. Ici donc on a un cube qui s'appelle ABCDEFGH, on a I et J les milieux des arêtes EH et AB, et ici il y a une indication très forte, c'est qu'on choisit le repère D, DA, DC, DH. Donc ça c'est très important d'arriver à le voir, ce repère. Donc comme c'est important, on va donc essayer de bien le visualiser, ce repère. Donc je vais tracer les vecteurs unitaires de ce repère, les vecteurs directeurs de ce repère. Le point de départ, c'est le point D. Ici, vous avez le premier vecteur qui va servir de vecteur pour les abscisses. C'est donc le vecteur DA que je vais tracer ici en noir. Donc le vecteur DA, peut-être pas assez beau par contre. Donc vecteur DA ici. Le vecteur qui servira pour les ordonnées, ça sera le vecteur DC, la deuxième coordonnée. Et enfin, le vecteur qui servira pour la cote, c'est donc le vecteur DH. Donc ce sont trois vecteurs évidemment non coplanaires. Il faut, dans cet exercice, démontrer que le vecteur AE, le vecteur IJ et BH sont coplanaires. Alors la présence de ce repère doit très forcément vous inciter à utiliser donc des coordonnées. Et pour cela, nous allons tout de suite traduire en coordonnées les points nécessaires. Donc il nous faut A, E, I, J, B et H. Donc dans ce repère, quelles sont les coordonnées de A? Donc 3 nombres, de E, et puis du coup, il nous faudra trouver les coordonnées du vecteur AE. Quelles seront les coordonnées du vecteur du point I, du point J, et du coup, quelles seront les coordonnées du vecteur IJ? Et enfin, quelles seront les coordonnées de B, de H, et du coup, quelles seront les coordonnées du vecteur BH. Donc ça, c'est la première étape que vous allez faire. Vous allez lire les coordonnées des points A, E, I, J, B et H et me trouver par calcul les coordonnées des vecteurs A, E, I, J et BH dont on nous parle dans la consigne. Je vous laisse marquer une pause et on se retrouve juste après avec vos résultats pour voir si vous avez juste. Donc
Donc vous avez dû avoir le temps de finir l'exercice et donc nous allons donner les coordonnées du point A. Le point A, il est ici, c'est le point qui est égal, qui est au bout du vecteur AD, qui justement est le vecteur en abscisse. Donc ici, ça veut dire que le point A, il est de coordonnées 1, 0, 0. Le point E, lui, il est de coordonnées, il va être de coordonnées une fois le vecteur AD et une fois le vecteur DH, qui lui, le vecteur DH, il a un vecteur de cote. Donc ici, ça sera 1, 0, 1. Du coup, le vecteur AE, ça sera donc en faisant abscisse de E moins abscisse de A, c'est donc 1 moins 1. Ordonnée de E, c'est-à-dire 0 moins ordonnée de A, c'est-à-dire 0. Et enfin, cote de E moins cote de A. Et au final, ça fait 0, 0, 1. Et ce qui est cohérent puisque le vecteur AE est égal à une fois le vecteur DH, c'est-à-dire la troisième coordonnée. Nous passons maintenant au point I et au point J. Alors, pour le point I, qui est donc ici, pour atteindre le point I, il faut d'abord faire une demi-fois le vecteur AD, puis monter d'une fois le vecteur DH, en utilisant bien sûr les trois vecteurs noirs, là. Donc une demi-fois le vecteur DA, pour arriver à peu près ici, puis une fois entière le vecteur DH. Donc ici, ça veut dire que I va se retrouver de coordonnées 1 demi, 0, 1. Pour le point J, il faut, pour arriver à partir du point D jusqu'au point J, il faut faire une fois le vecteur DA en entier, plus une demi-fois l'équivalent du vecteur DC qui est ici, hein, pour arriver jusqu'à J comme ceci. Donc ça veut dire que le point J sera de coordonnées 1, 1 demi, 0. Ce qui fait qu'on va pouvoir calculer les coordonnées de IJ, donc en faisant abscisse de J 1 moins abscisse de I 1,5, ce qui fera bien sûr 1,5. Ordonnée de J, c'est-à-dire 1,5, moins ordonnée de I, c'est-à-dire 0, et ça fait donc 1,5. Et enfin 0 moins 1, qui fera moins 1. Et donc on a le vecteur IJ qui est donc de coordonnées 1,5, 1,5 plus 1,5 plus moins 1. Hein, regardez mon stylo, 1,5, 1,5, moins 1. Pour le point B maintenant, le point B, lui, est de coordonnées 1, 1, 0. Puisqu'il faut faire une fois le vecteur DA plus une fois le vecteur DC ici. Pour le point H, lui, il sera de coordonnées 0, 0, 1. Et donc le vecteur BH sera de coordonnées 0, 0, 0, moins, 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 1, 1, 0. Donc attention, j'ai écrit une bêtise. Ici c'est 1 moins 0, et donc ça fait vecteur BH de coordonnées moins 1, moins 1, 1. On vérifie au niveau d'un dessin, moins 1 ça fait ici, moins 1 encore ça fait ici, et plus 1 ça fait là-haut. Donc on arrive bien au point H. Donc maintenant, donc ça c'était la première étape, trouver les coordonnées des vecteurs dont on nous parle dans la consigne, c'est-à-dire AE, IJ et BH. Et pour démontrer qu'ils sont coplanaires, on va maintenant utiliser une propriété de cours. Cette propriété de cours, elle dit que des vecteurs sont coplanaires à condition que l'un soit combiné, une combinaison des deux autres. Donc ici, on va l'écrire. On va prendre par exemple le vecteur BH, pardon, BH, peu importe, allez, on va prendre BH. On va dire que BH est coplanaire avec AE et IJ à condition que BH soit égal à une combinaison des deux autres. Donc ici, on va écrire que BH, AE et IJ
sont coplanaires si et seulement si il existe deux nombres. Ces deux nombres, on peut les appeler x et y, mais alors moi je préfère les appeler alpha et bêta. Sont deux nombres alpha et bêta tels que le vecteur BH soit égal à alpha fois le vecteur AE plus bêta fois le vecteur IJ. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie, hein? Ça veut dire que le vecteur BH doit s'écrire comme une combinaison des vecteurs AE et IJ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein? Si je prends deux vecteurs U et V, et que un troisième vecteur W est une combinaison de U et V, ça veut dire que par exemple ici, on aura à vue de nez... si on fait à peu près cette figure-là, on aura 2 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur V. Et bien le vecteur W, qui est donc coplanaire dans le même plan que U et V, s'écrit en fonction de U et de V. Donc du coup, comme W s'écrit en fonction de U et de V, il ne peut avoir qu'une direction commune à U et V, c'est-à-dire le même plan que forment U et V. Donc c'est exactement ça qu'on essaye de dire. Ici, on essaye de dire que le vecteur BH sera coplanaire avec AE et IJ si on arrive à trouver deux nombres alpha et bêta tels que le vecteur BH s'exprime en fonction de AE et IJ. A noter que j'ai pris BH, mais j'aurais pu prendre AE et mettre BH de l'autre côté, c'est-à-dire j'aurais pu dire si on trouve alpha et bêta tel que le vecteur AE soit égal à alpha BH plus bêta IJ, alors ça serait de deux autres nombres alpha et bêta, et puis j'aurais pu aussi prendre IJ et j'aurais pu dire là, est-ce que le vecteur IJ est égal à alpha AE plus bêta BH, etc. Donc ici, on va donc expliciter ça. Vecteur BH, c'est donc le vecteur moins 1, 1, qui doit donc être égal à alpha, le vecteur AE, qui est donc 0, 0, 1, plus bêta, le vecteur IJ, qui est donc 1 demi, moins 1. Donc, il faut que alpha et bêta que alpha et bêta satisfassent à ces conditions-là. Et donc, évidemment, vous allez me voir arriver avec mon système, puisqu'on va pouvoir répercuter ça sur 3 lignes. Ça veut dire que, du coup, moins 1 est égal à 0 fois alpha. Alors, je vais l'écrire tout doucement pour essayer de perdre personne. Alpha fois 0 plus bêta fois 1 demi. Il faut que pour la ligne des ordonnées, moins 1 soit égal à alpha fois 0 plus bêta fois 1 demi. Alors ces deux lignes-là sont identiques. Et puis il faut que 1 soit égal à alpha fois 1 plus bêta. Que se passe-t-il là? Plus bêta fois moins 1. Ce système de 3 équations à 2 inconnues, ça fait une de trop, mais c'est normal puisqu'il y en a une ici en trop. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut simplifier la première et obtenir moins 1 est égal à 1 demi de bêta. Bon, la deuxième, je ne la réécris pas, elle ne sert à rien. Bon, enfin si, allez, je vais la écrire puisqu'elle y est. Moins 1 égale 1 demi fois bêta, et la dernière c'est 1 est égal à alpha moins bêta. Du coup, on continue à résoudre. Donc ici, si moins 1 est égal à 1 demi de bêta, en multipliant par 1 demi des deux côtés de l'égalité, non, pas en multipliant par 1 demi, en multipliant par 2 des deux côtés de l'égalité, on trouve évidemment bêta égale moins 2 dans les deux cas. Donc bêta égale moins 2. Et si bêta égale moins 2, ici, ça fait moins 2, ça fait plus 2. Ça fait, on trouve alpha est donc égal à 1 plus bêta, c'est-à-dire 1 moins 2. C'est-à-dire moins 1. Et donc ici, on peut donc dire que BH
mon vecteur est égal à moins le vecteur AE plus, alors le plus ça me paraît pas très intelligent, plutôt moins 2 fois le vecteur IJ. Et donc le fait d'avoir démontré que le vecteur BH est égal à moins AE moins 2 IJ, ça démontre que les vecteurs BH, AE et IJ sont coplanaires. Donc BH, AE, IJ sont coplanaires. Voilà, alors présenté d'un petit peu mieux, ça donne ça. Donc ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est premièrement, si on vous donne un repère, il faut retrouver les coordonnées de chaque point, puis de chaque vecteur dont vous avez besoin, en les calculant et en faisant attention à ne pas faire d'erreur, puisque la moindre erreur de positionnement des points au niveau des valeurs, eh bien, vous avez tout de suite derrière une erreur de vecteur et un calcul qui sera complètement faux. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la valeur des vecteurs, les coordonnées des vecteurs, on va poser un système. Et pour démontrer que 3 points sont coplanaires, il faut dire qu'il faut trouver deux nombres alpha et bêta tels que un des vecteurs soit égal à une combinaison, c'est-à-dire alpha un vecteur plus bêta un deuxième vecteur, soit une combinaison des deux autres. Donc du coup, ici, on a démontré que BH était égal à alpha vecteur AE plus bêta vecteur IJ. Vous reproduisez ça dans un système en prenant bien sûr les valeurs pour les abscisses, pour une ligne, pour la deuxième ligne, tout ce qui concerne les ordonnées, et la troisième ligne, tout ce qui concerne les cotes, et vous solvez ce système. Très souvent, il vous faudra trouver donc deux valeurs alpha et bêta, et comme vous aurez trois équations, ça fera une de trop. Il faudra aussi veiller à la cohérence du système. La cohérence du système, c'est le fait qu'il n'y ait pas deux valeurs, par exemple, de bêta différentes. Il faut que la valeur de bêta soit la même dans les deux lignes que vous aurez, par exemple, ici. Si vous obtenez un système incohérent, soit c'est parce que vous vous êtes trompé, surtout si on vous demande si les vecteurs sont coplanaires, soit parce que les vecteurs sont effectivement non coplanaires. Donc ici, il faudra faire très attention à la question. Voilà. Je vous laisse faire l'exercice qui suit, c'est-à-dire le numéro 9, qui est exactement de cette même méthode. Donc le numéro 9, où vous avez un prisme, où IJKL sont des milieux, et on vous donne un repère B, BA, BC, BE. Donc première étape, vous devez trouver les points I, les points J, le point K, le point L, le point D, et ensuite calculer les coordonnées de ces vecteurs J, I, KL et KD, démontrer qu'ils sont coplanaires en mettant en évidence l'existence d'une relation numérique qui lie par exemple KD avec JI et KL. Et puis du coup, la deuxième question, je vous laisse y réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire si IJ, IKL et KD sont coplanaires, qu'est-ce que ça veut dire entre la droite IJ et le plan DKL. Voilà, je vous laisse avec cet exercice pour demain.